Alors, je vous propose de poursuivre cette journée d'information sur la question des indicateurs. Alors, ce matin, nos deux présentations ont suscité des remarques, des réactions, etc., qui sont intéressantes. On a eu une approche plutôt sur la méthode d'élaboration d'indicateurs et dans quel contexte, comment en interne, dans les structures, on met en œuvre une dynamique pour fabriquer ces indicateurs. Cet après-midi, comme on l'avait évoqué en introduction, c'était la question des usages. Des indicateurs, ok, mais pourquoi faire? Est-ce que réellement, ils sont utilisés dans le pilotage de ces institutions? Est-ce que les financeurs, les tutelles, utilisent ces batteries de chiffres qu'on est censé remettre de plus en plus? Alors, je vous propose une après-midi en 2 temps. Cet après-midi, donc déjà avec Claire Delcroix, que je remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir, qui est chef du bureau du contrôle de gestion et de l'analyse de la performance, Direction générale des patrimoines, au ministère de la Culture et des Communications. Donc là, c'est vrai que notre souhait est de dire, bon, déjà au niveau de l'administration centrale, comment vous utilisez toutes ces informations chiffrées, et surtout de rappeler et de réexpliquer le cadre qui influence cette production des indicateurs, qui est la LOLF, de revenir un petit peu à la philosophie et à la commande induite par la LOLF. Ensuite, je passerai la parole à M. Jean-François Burgos, qui est élu de la ville de Gennevilliers et vice-président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, pour avoir le point de vue des collectivités territoriales. Est-ce qu'elles ont besoin de ces chiffres-là? Comment les utilisent-elles? Quelle est la philosophie? Quelle est la position de la FNCC sur cette question-là? Ensuite, on fera une petite pause. Et après la pause, on aura le plaisir d'accueillir Hyacinthe Châtaignier qui viendra nous parler de ce qui est fait du côté des musiques actuelles. Donc voilà, Claire Delcroix, je vous passe la parole. Oui, alors rebonjour à tout le monde. Donc oui, la commande qui m'a été passée, c'était de revenir un peu par rapport à la problématique des indicateurs, un peu au contexte de pourquoi on met en place des indicateurs. Et c'est vrai que ce matin, dans les échanges et les questions qui ont pu être soulevées, on a parlé d'indicateurs, mais on a finalement peu parler de à qui sont-ils destinés, parce que c'est vrai qu'on peut en mettre plein sur toutes les activités, mais pour qui et pourquoi faire. Et nous, côté tutelle, donc en fait moi je suis au sein de la Direction générale des patrimoines, donc, qui a comme mission thématique de s'occuper de tout ce qui concerne l'architecture, les archives de France, les musées de France et le patrimoine et l'archéologie. Donc je ne travaille pas en direct avec Universcience, mais puisque c'est un autre programme, une autre direction générale, enfin le secrétaire général pour le coup. Et donc en fait, on est maintenant donc dans une logique à la fois de mise en place d'une nouvelle structure budgétaire, donc qui a été pensée depuis début 2001, hein, donc avec la LOLF, et puis aussi dans un contexte quand même assez particulier de RGPP, hein, qu'on a évoqué ce matin, donc de révision des politiques publiques, révision générale des politiques publiques, donc un besoin de rendre compte dans un cadre qui est de plus en plus contraint. D'où la problématique de nous, direction générale, on doit rendre des comptes au niveau de la direction du budget, des parlementaires, des cours, comptes, etc. Et puis du coup, on doit aussi bien évidemment décliner cette problématique auprès de nos différents réseaux. Alors les réseaux, c'est à la fois nos réseaux services déconcentrés, services des directions générales, mais aussi tous nos réseaux, donc opérateurs, établissements publics, mais aussi services et compétences nationales, donc petits musées, et puis tous nos partenaires qui effectivement émargent sur des crédits, certes de moins en moins conséquents, mais qui peuvent être donnés ou distribués par le ministère. Donc je voudrais revenir en fait en 2 temps. Une première partie qui serait plutôt consacrée vraiment à remettre un peu dans le contexte, comme on me l'a demandé, par rapport à cette problématique de la loi organique collective et loi de finances qui induit une démarche de performance généralisée, et puis revenir ensuite sur le cas précis de la façon dont on organise le dialogue avec les établissements publics via une contractualisation, alors qui n'est pas un contrat juridique, mais une formalisation des missions, des objectifs et donc
des indicateurs après par ricochet de performance dans le cadre donc, de nos contrats qu'on appelle les contrats de performance justement triennaux. Alors tout d'abord, la loi organique donc, qui a été discutée et votée à l'unanimité le 1er août 2001, ça visait à quoi? L'idée, c'est que les finances publiques, donc jusqu'à présent, au sens de l'État, puisque la LOLF concerne l'État et non les collectivités locales, c'est en fait de moderniser la façon dont on va gérer les finances publiques pour en fait responsabiliser davantage les acteurs, mais qui dit responsabilisation dit aussi devoir supplémentaire de rendre compte ou de mieux rendre compte. Rapidement, jusqu'à présent, les crédits étaient distribués par ministère, par chapitre de dépenses. Donc vous aviez tant pour vos fournitures de bureau, vous aviez tant pour vos crédits de subventions que vous pouviez verser. Et puis en fait, vous pouviez les dépenser que à ce à quoi on vous avait dit qu'ils étaient destinés. Avec la mise en place de la LOLF, alors c'est une des parties, je passe tout l'aspect comptable aussi, qui après en termes d'enregistrement, c'est aussi pas mal de modernisation, mais notamment cet assouplissement de la gestion de à quoi on va s'en servir, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les crédits sont votés, présentés de façon indicative. On vous dit, vous avez tant pour vos dépenses de fonctionnement, vous avez tant pour vos dépenses d'investissement, vous avez tant pour les subventions que vous allez verser. Mais si au cours de l'année, pour une raison qui se justifie et que vous devrez après justifier d'ailleurs, vous avez décidé d'investir davantage sur les travaux d'investissement ou de verser plus de subventions, vous pouvez techniquement le faire alors que jusqu'à présent ce n'était pas possible. C'était contraint. Donc cet assouplissement-là, en fait, c'est vraiment une grande philosophie de la mise en place de la LOLF, mais qui a sa contrepartie. Et sa contrepartie, en fait, c'est de dire oui, on vous donne plus de marge de manœuvre, vous, ministères, parce qu'en fait, c'est toujours comme ça que c'est géré, c'est les ministères qui ont les enveloppes globales. Mais la contrepartie, c'est que vous allez pouvoir plus et mieux nous rendre compte. Et à qui on rend compte, c'était aussi une volonté de redonner un rôle plus important aux parlementaires, qui jusqu'à présent avaient été un petit peu mis de côté. Donc un vrai besoin de transparence et de rendre de compte. C'est important ce rôle des parlementaires parce qu'en fait, quand les administrations centrales vont demander à vous, établissement public, alors que ce soit d'un ministère ou d'un autre, des éléments, c'est pas forcément que pour son petit plaisir personnel de connaissance, mais c'est aussi dans un travail vraiment d'arborescence et de rendre compte vis-à-vis d'autres partenaires extérieurs et pour mieux négocier aussi nos budgets globaux au niveau de la direction du budget. Donc peut-être encore, mais je reste un peu jargonneuse, alors ça tombe bien parce qu'on est tous dans la période de digestion, donc ça va être super. Peut-être quand même pour redonner un peu cette dimension un peu effectivement jargonneuse, mais en même temps, c'est vraiment la philosophie de cette nouvelle organisation budgétaire. Donc vous aviez jusqu'à présent effectivement chaque ministère, comme je le disais, qui avait ses crédits qui étaient rangés par différentes boîtes, mais qui étaient des boîtes en fait de destination par nature de dépenses. En fait, c'était la nature de la dépense qui primait. C'est du fonctionnement, c'est pour les fournitures de bureaux, c'est pour l'informatique, des prestations sociales, etc. Là maintenant, on essaie de donner une couche plus stratégique ou plus compréhensible à tout à chacun. C'est-à-dire qu'on va parler maintenant pas simplement de crédits du ministère de la Culture, mais on va parler des crédits de la mission culture. On va parler des crédits de la mission recherche, on va parler des crédits des différentes... Donc c'est un groupement qui peut être soit un groupement de crédits sur lesquels émarge un ministère, soit plusieurs ministères. Par exemple, le ministère de la Culture émarge sur 2 missions actuellement. Il y a la mission culture, que je vais détailler tout de suite, et il y a la mission recherche, où on a en fait un programme où justement sont les crédits dédiés à nos établissements spécifiques sur ce sujet-là. Et dans chaque mission,
on n'a pas simplement une direction générale, lambda, et une autre, etc. On a des programmes d'action. En l'occurrence, je reviendrai sur cette diapo tout à l'heure, mais en l'occurrence, pour vous illustrer le propos sur la mission culture, c'est peut-être un peu petit, il y a en fait 3 programmes budgétaires. C'est des 3 grosses poches budgétaires. Il y a la poche programme patrimoine sur laquelle j'ai, moi, l'occasion d'intervenir, qui en fait se décline en plusieurs actions. Donc il y a une action qui est dédiée au patrimoine monumental, il y a une action qui est dédiée à l'architecture, qui ne figure pas là, mais c'est une erreur, c'est un manque. Il y a une action qui est dédiée au musée de France, au patrimoine archivistique, au patrimoine linguistique, aux acquisitions, à l'archéologie. Donc voilà, c'est des grands blocs d'actions. De même que la création, en fait, il y a une action qui soutient la création et la production du spectacle vivant, et une autre qui est plus ciblée sur les arts plastiques. Et on a un programme transversale au ministère qui s'intitule Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Alors c'est un grand terme mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est dans une logique là aussi de démocratisation. J'entendais ce matin vous parliez de fréquentation, d'accroître la fréquentation. L'objectif affiché par le ministère est certes de garantir un niveau de fréquentation satisfaisant, mais surtout de diversifier ces publics et de voir à l'intérieur comment toucher des publics qui ne pouvaient à ce stade pas être touchés. Donc il y a tout un axe notamment en faveur de l'accès à la culture. Il y a des thématiques particulières pour la problématique de l'accès pour les personnes en difficulté, soit parce que c'est le milieu carcéral, soit parce que justement en situation de handicap, etc. etc. Donc pour revenir à la problématique d'enveloppe budgétaire et de la logique même de la LOLF, c'est que maintenant on a en fait une organisation par boîte différente de ce qu'on avait précédemment. En fait, on avait avant rangé les casiers des chaussettes par couleur, et maintenant on les a organisés un peu différemment, si vous voulez. Mais là où il y a une grande nouveauté, c'est qu'en plus on va demander à chaque programme de s'engager, de définir des objectifs. Et il y a un volet performance qui est demandé au niveau de chaque programme. Alors, on est dans un engagement, et c'est là que c'est important de savoir qui s'engage vis-à-vis de qui. Et un objectif, c'est toujours quelqu'un par rapport à un destinataire. C'est le responsable de programme ou le ministère qui s'engage vis-à-vis des parlementaires. Donc, les objectifs du programme patrimoine, ça reste quand même très, très, très macro. Hein. C'est presque de la com, finalement. C'est les grands enjeux du ministère. On reste quand même sur des choses un peu stratégiques qui, forcément, parlent à tous. Mais en parlant à tous, il faudra que ce soit décliné de façon plus précise pour chacun pour que ce soit adapté et compréhensible et du coup... palpé et accepté par chacun. Parce qu'aujourd'hui, au sein donc, du dialogue que l'on a avec la direction du budget et les parlementaires, quand il y a une loi de finances qui est votée, il n'y a pas simplement le découpage par je donne tant pour le patrimoine monumental, je donne tant pour les musées de France, c'est aussi je m'engage à quels axes d'amélioration vis-à-vis des parlementaires et je dois m'engager, et c'est formalisé dans un document qui s'appelle le projet annuel de performance, le PAP. Et son pendant, c'est le RAP, hein, donc c'est le rapport annuel de performance. Et c'est important de dire que c'est pas simplement quelque chose qui est oral, mais c'est quelque chose qui est écrit. Et donc chaque année, à peu près, en fait, c'est le vote de la loi de finances, c'est le premier mardi d'octobre. C'est à l'appui de ce projet annuel de performance. Et la loi de règlement qui est votée, qu'on prépare généralement, qui est votée, finalisée vers le mai-juin de l'année suivante, fait le rapport annuel de performance. Donc en fait, on est tenu, nous, ministère, de dire ce qu'on va faire chaque année, et chaque année dire ce qu'on a fait l'année précédente. Et bien évidemment, on ne peut pas le dire tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin de mobiliser l'ensemble des équipes sur les sujets qui sont concernés. Donc, pour être plus précise,
la notion de performance, comme elle a été demandée et souhaitée dans le cadre de la mise en place de la LOLF, ça n'a pas été de dire bon ben vous définissez vos objectifs comme ça, vos grands axes d'amélioration, voilà. La commande qui avait été passée dans le cadrage méthodologique à l'époque, donc en fait c'est en place depuis 2006, c'est de mettre en place un dispositif pour améliorer effectivement l'efficacité de la politique publique, des dépenses publiques, mais au vu de nos trois cibles privilégiées. C'est qu'en fait, l'action publique ne peut se mesurer, et en fait, c'est à quoi on sert et à qui on sert. Et le triptyque de la performance tel que l'a demandé la LOLF, c'est toujours de se dire oui, mais à qui doit-on rendre des comptes et on doit rendre des comptes soit bien évidemment à la personne qui est le citoyen. Donc en fait, c'est les générations futures, la politique publique au sens vraiment noble et large du terme, soit c'est à l'usager, et dans ces cas-là, là, on rentre plus dans le côté un peu financier. L'euro investi, comment, au lieu de le mettre là, si je l'avais mis là, quel est le rendement en fait? Donc là, on est sur des notions d'efficience. Donc j'ai tant de budget pour quelles actions? C'est pas de la productivité, hein. C'est pas plus je fais mieux c'est, mais c'est je fais ça avec combien? C'est pas faire plus d'expositions, mais c'est les monter au mieux dans un cadre contraint. Après, le côté scientifique, c'est une autre chose. Mais en tout cas, l'efficience, c'est bien ça. C'est pas la notion de plus je fais mieux c'est je fais avec le minimum de temps. Et puis, bon, bah, bien sûr, il y a quand même aussi la problématique, et on en a parlé ce matin beaucoup avec la problématique de la fréquentation, il y a l'usager, donc les personnes qui vont fréquenter nos lieux, à qui s'adressent les activités pédagogiques qui peuvent être organisées par les différentes instances, ou donc en fait, nous, on a toujours eu cette mission de définir des objectifs et d'identifier des indicateurs de mesure et d'analyse de ces objectifs pour avoir quelque chose qui soit à peu près équilibré, pour ne pas rentrer dans le travers. Mais la direction du budget nous essaye chaque année de nous y contraindre, de ne rendre compte que de l'efficience de ce qu'on fait des crédits. Et nous, notre objectif, c'est toujours de garder un juste équilibre entre aussi d'expliquer à quoi ont vraiment servi donc le côté l'accessibilité pour les générations futures, le travail qui aujourd'hui coûte, mais on ne voit pas ce que ça va produire après. Donc tout le travail sur les fonds, sur les collections, sur le recensement, les mises en ligne, l'informatisation des collections, c'est des choses qui ne sont pas forcément à résultat immédiat. Mais ça contribue à un accès pour le citoyen futur. De même, pour l'usager, la qualité du service rendu à l'usager, c'est important aussi de voir ce qu'il en retire. Et malheureusement, dans nos échanges avec la direction du budget qu'on a donc chaque année, il y a des conférences de performance où on doit dire ce qu'on a fait par rapport où on en est et où est-ce qu'on veut aller les années futures, où est-ce qu'ils veulent qu'on aille, parce que c'est aussi plutôt ça. Les indicateurs effectivement d'efficience donc, prennent de plus en plus de terrain, et donc on essaye vraiment de faire en sorte que l'équilibre reste au mieux. Donc aujourd'hui, pour le projet de loi de finances 2011, les objectifs et indicateurs qui ont été retenus au niveau macro du programme patrimoine, alors là encore une fois, j'insiste, c'est des grands axes qui sont très politiquement corrects. Personne ne va dire on est contre, tout le monde va adhérer aux objectifs, c'est pas possible autrement. La question, ça va être comment chacun va réussir à les mettre en œuvre ou non, avec quel niveau et quel calendrier pour les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on a un premier objectif qui est d'améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines.
qui est mesuré par 3 indicateurs qui se déclinent des fois en sous-indicateurs, hein, mais on est sur quelque chose, on est loin des 150 indicateurs de ce matin, et donc l'objectif c'est aussi toujours de réduire au maximum. Alors je reviendrai sur cette notion de chiffre de l'indicateur, et l'importance aussi du commentaire qui accompagne l'indicateur, parce qu'en fait, moins on en a, plus les commentaires doivent être étayés, bien évidemment. Donc par exemple, pour le premier indicateur qui est dédié à l'amélioration des procédures de signalement, de protection et de conservation, on a un sous-indicateur qui concerne plus spécifiquement le récolement décennal des musées nationaux, qui est, alors, c'est pas de la performance, mais c'est une obligation légale. En même temps, comme on n'est pas très bon là-dessus, on l'a mis en indicateur pour justement montrer notre effort et notre engagement pour progresser sur ce sujet-là. Et là, on est vraiment sur un indicateur qui est un indicateur qui a plus une vocation long terme qu'un indicateur quotidien. Je sais pas, tout le monde connaît la problématique du récollement ou c'est bon. Okay. Les 2 autres indicateurs sont des indicateurs pour le coup plus d'efficience, parce qu'on est aussi sur une problématique très restauration. Dans le programme patrimoine, on a quand même un gros volet sur l'aspect monument historique. Donc les périls sanitaires étant ce qu'il est, c'est vrai que la problématique de restauration et d'entretien, donc de conservation préventive, est un axe fort sur lequel on s'engage et sur lequel surtout on rend des comptes régulièrement. Deuxième objectif, c'est accroître l'accès au patrimoine national. Alors là, effectivement, on est dans une problématique d'accroître, hein, mais là encore, on se bat auprès de Bercy et ils entendent quand même souvent le discours. On n'est pas forcément dans une logique et en fait, on veut vraiment prôner d'une maximisation du chiffre, hein, de la fréquentation. Donc on a bien évidemment le souci de garantir un accès. Alors il y a une première problématique, c'est l'accès physique aux collections. Donc déjà, est-ce qu'on peut accéder aux fonds d'archives? Est-ce qu'on peut accéder aux salles? Est-ce qu'il n'y a pas trop de grèves qui ferment les espaces? Donc on a une problématique sur le taux d'ouverture des salles, des choses comme ça. On a une seconde problématique qui effectivement est liée à la fréquentation elle-même, donc ce dont on a parlé ce matin, donc avec là on est sur du chiffre global, donc une donnée quantitative d'un nombre de visiteurs. Puis on a des données quantitatives, mais qui sont quand même plus qualitatives, puisqu'on a la problématique des types de publics. Nos axes prioritaires sont les moins de 18 ans et la nouvelle mesure de la gratuité qui concerne les 18-25 ans provenant de l'Union européenne pour les collections permanentes des musées nationaux et des monuments. Et là, en fait, vis-à-vis de Bercy, quand on discute avec eux, bien évidemment, ils disent « Oh, bah, allez, plus 30%, etc. » Et là, tout notre rôle à nous, direction générale, c'est de discuter avec eux pour dire « Attendez, l'effet effectivement de la crise économique qui a fait une modification sur certains établissements ont pu compenser avec du tourisme de proximité, d'autres pas, etc. On va peut-être se calmer. » Et puis aussi, il y a un effet saturation des espaces et on a quand même beaucoup de musées nationaux qui sont hébergés dans des monuments historiques et la problématique de conservation des espaces et de dégradation des lieux est une problématique qui est très très ancrée au sein de la direction dans les services et tout est plutôt on a plutôt le dialogue avec l'établissement d'un flux, de travailler sur les flux plutôt que de maximiser de façon brute les chiffres. Donc ça, c'est un discours que maintenant la direction du budget commence à entendre, mais bon, voilà, il faut qu'on ait des billes pour objectiver le débat. Troisième indicateur sur l'accès des publics, c'est la satisfaction. Donc c'est notre seul indicateur de qualité vis-à-vis de l'usager, et on n'est pas très très bon encore pour le moment pour le mesurer.
Notre problématique à nous, on n'est pas dans un cas de figure où on n'est qu'un institut. On est un programme qui rassemble des établissements très variés. Donc jusqu'à présent, en fait, on ne suivait la satisfaction que via nos gros établissements emblématiques qui ont les moyens, parce que bon, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir des études aussi développées que ce qu'on a pu voir ce matin. Du coup, on était sur le taux de satisfaction de l'apport culturel du musée du Louvre et le taux de satisfaction aussi du Centre des monuments nationaux qui est réalisé sur un panel de monuments qui sont fréquentés. Mais, et là on attend énormément du travail qui est en cours, mais vous en faites partie du groupe de travail, au sein de la Direction générale des patrimoines, qui en fait est issue des 3 anciennes direction historique, archives, musées, et architecture et patrimoine. On a rassemblé nos forces vives en matière de politique des publics. Et il y a un département qui a été constitué pour justement sur la politique des publics et qui travaille sur l'élaboration d'une enquête, pas simplement d'un questionnaire, mais d'un protocole d'enquête commun qui puisse nous permettre pas de comparer ce qui n'est pas comparable, mais au moins d'avoir une même philosophie et d'intégrer des questions qui ne sont pas simplement quantitatives, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais aussi de remettre dans le contexte de qu'est-ce que j'attendais de la visite, avec qui j'y suis allée. Si j'y vais en groupe ou seul, c'est pas pareil, etc. Et donc d'avoir aussi une analyse, des méthodologies d'analyse de ces enquêtes communes. Donc on espère à terme pouvoir remplacer, substituer nos 2 indicateurs qui sont aujourd'hui consacrés qu'à 2 établissements, à quelque chose qui serait un panel qui serait régulièrement réalisé sur certaines institutions culturelles qui émargent sur le programme patrimoine, bien évidemment. Dernier objectif, et là on reste dans quelque chose qui est très lié à quand même, c'est un document effectivement budgétaire, sur la problématique d'élargir les sources d'enrichissement des patrimoines. Alors certes, il y a la problématique des acquisitions des collections, mais là les indicateurs sont plus des indicateurs de mesure, d'efficience, d'effet de levier. C'est quand je mets 1 euro sur la restauration d'un monument historique appartenant à une collectivité, quand l'État met 1 euro, quel est son rôle fédérateur pour générer d'autres ressources des partenaires locaux, privés, etc. Et puis, on a bien évidemment un axe qui est demandé et prôné par toutes les circulaires actuellement qui concernent les établissements publics, c'est le fait de leur dire de développer leurs ressources propres. Donc, ressources propres, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas les subventions des ministères. Donc, il y a la billetterie, mais avec le travers de cadrer comme l'exercice pour ne pas se retrouver avec des grilles tarifaires complètement démentielles et garantir quand même un juste accès à la culture. Il y a les locations d'espace, mais tout le monde n'a pas une belle nef à louer pour les entreprises. Il y a effectivement le mécénat, mais c'est aussi fluctuant. Enfin, bref. Mais tout à chacun, en fait, on est jugé par Bercy pour voir comment nos établissements se débrouillent pour drainer de l'argent qui viennent d'ailleurs pour contribuer à nos projets. Donc là, on est au niveau très macro, mais bien évidemment, derrière ces indicateurs, il y a des données élémentaires et qui les alimente, ces éléments, soit les directions régionales, soit les établissements publics. Donc là, on est dans notre rôle, entre guillemets, on vous passe une commande de donnez-nous du chiffre, mais encore une fois, un chiffre sans commentaire ne nous intéresse pas, parce que de toute façon, qu'on soit bon, entre guillemets, qu'on soit mauvais, entre guillemets, si on ne le remet pas dans le contexte, même un bon chiffre, enfin, a priori un bon chiffre, un chiffre en augmentation, on va dire c'est un bon chiffre, oui, mais s'il est inférieur à ce qu'on aurait dû être par rapport au contexte donné, bon, ben voilà, il faut toujours le mettre dans le contexte. Et de toute façon, dans les documents annuels de performance, qui sont certes des documents assez de communication externe, finalement, des ministères, on a quand même toujours des analyses qui sont fournies par objectif et par indicateur. Mais là où les choses se corsent, c'est qu'en fait, tout ce que je viens d'évoquer, c'était tout ce qui est tout en haut là. Voilà.
Mais en fait, tout l'enjeu de la LOLF, quand on parle de la notion de performance au sein de la LOLF, c'est de dire, certes, le ministère, le programme patrimoine s'engage vis-à-vis des parlementaires à améliorer ça, ça, ça et ça, mais c'est comment chacun, à son niveau, contribue à l'édifice. Et du coup, au ministère de la Culture, mais comme dans tous les ministères, les directions générales, directions sectorielles doivent décliner en interne comment elles contribuent aux objectifs. Et nous, vis-à-vis de nos établissements publics, on élabore des documents qu'on appelle des contrats de performance. Alors, je précise tout de suite que ce ne sont pas des documents contractuels et ce ne sont pas des contrats d'objectifs et de moyens, comme il peut en exister dans d'autres ministères, malheureusement, parce qu'effectivement, ce n'est pas un engagement sur vous faites telle réalisation avec tel niveau de réalisation et on vous donne tant financièrement derrière. Au ministère de la Culture, en fait, la problématique était... On a énormément d'établissements publics, donc c'est une partie très 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 importante du budget. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, ça fiche beaucoup trop. On n'était pas encore dans une logique pluriannuelle. Ça vient seulement d'arriver maintenant au niveau de la direction centrale. On était dans une logique toujours annuelle de discussion avec Bercy. Donc, rentrer dans une logique pluriannuelle avec les établissements publics figeait beaucoup trop les budgets pour permettre de le réaliser. Maintenant qu'on est dans des projets annuels dans des projets de loi de finances triennaux, franchement, la question se pose si on pourrait quand même pas arriver à mettre les moyens derrière. Et donc, nous, ça fait longtemps qu'on pose la question. Aujourd'hui, on arrive à biaiser un peu le sujet en essayant de garantir en tout cas un maintien de la subvention. Maintenir une subvention dans le contexte actuel, c'est déjà pas mal. Hélas, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans des éléments contraints. Donc voilà, un peu, c'est tout de suite, je vous donne tout de suite un peu le moins des documents et des outils qu'on est en train de mettre en place. Du coup, qui dit contrat de performance, qui dit formalisation dans le cadre d'un budget au personnel de programme qui décline le budget, les objectifs, les indicateurs, etc., dit aussi je fais une prévision, mais c'est aussi je rends compte. Et en fait, le projet de performance, même si on a des valeurs cibles à 3 ans, on a toujours des valeurs prévisionnelles intermédiaires. C'est pareil pour tous nos documents, que ce soit les contrats de performance ou les documents, les BOP des directions centrales ou régionales. On est toujours quand même dans une logique de rendre des comptes annuellement de ce qu'on a fait. Et donc, en fait, on s'engage et chaque année, on peut éventuellement réévaluer, repositionner le curseur par rapport aux réalisations ou aux événements qui auraient pu se produire. Donc, voilà. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver avec nos gros objectifs un peu très macro, à les décliner de façon opérationnelle pour qu'ils soient compréhensibles et acceptés par les établissements. Mais bien évidemment, le contrat de performance ne se résume absolument pas à simplement mettre les 3 chiffres du PAP en lumière. Ce serait quand même assez dommage. Ça va, je continue. Donc, je vais m'attarder sur la contractualisation justement qu'on essaie de mettre en place. Alors, on ne l'a pas avec tous les établissements encore. On n'est pas aussi bon qu'on le voudrait, mais en tout cas, la philosophie est celle-là. Donc, l'idée, c'est la LOLF oblige le ministère à rendre des comptes, donc chacun doit expliquer sa contribution. Mais le contrat de performance, il va au-delà de ça. C'est vraiment un minimum. Et j'insiste bien, là, je ne parle ici que d'objectifs. Je ne parle pas d'indicateurs.
Donc on est bien d'abord sur une formalisation d'objectifs et après seulement on verra quels indicateurs on met en place. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de données, de chiffres, d'indicateurs, mais en fait, si on n'est pas d'accord sur les objectifs, on ne sera jamais d'accord sur l'analyse des indicateurs qu'on en fait derrière. Donc on est vraiment sur la problématique de définir des objectifs par établissement. Dans notre cas de figure, en fait, on ne se positionne pas sur un cadre de 4 années, mais sur un cadre triennal. Mais bon, après, ça dépend des ministères. Donc la philosophie, c'est que bien évidemment, on part sur la réflexion stratégique. Le contrat de performance, pour nous, c'est un instrument de pilotage et de dialogue avec l'établissement. C'est un élément du dialogue de gestion. C'est pas simplement la commande de course, hein. C'est un élément pour pouvoir partager un diagnostic, hein, se dire, bon, ben, compte tenu des missions qui sont allouées à l'établissement, il doit rendre des comptes à ses tutelles, c'est vrai. Voilà. Les tutelles rendent des comptes aux parlementaires, chacun à son niveau rend des comptes à d'autres intervenants, et de voir comment ils contribuent justement aux politiques publiques définies et décrites dans les documents transversaux que j'ai évoqués précédemment. Et en fait, les objectifs qui figureront dans ces contrats, ils sont soit directement déclinés des documents de performance, mais comme on l'a vu et qu'on est quand même dans un système qui est très réducteur, il y a plein de choses qui ne rentrent pas dedans. Dans les objectifs que vous avez vus, il n'y a pas grand-chose sur l'archéologie, hein, donc même rien. Donc, c'est pas pour autant que c'est pas important pour nous l'archéologie sur le programme patrimoine. On a l'INRAP, c'est un point important, mais la logique, hein, c'est pas, on peut pas tout couvrir, hein. Et l'idée, c'est on rend des comptes sur des grands axes, on fait des coups de projecteur et on s'engage à rendre des comptes à la fin. Et si pour le prochain contrat, eh ben on se dit ça y est, on a suffisamment rendu de compte sur cette partie-là, ben on changera l'objectif ou on l'adaptera, on fera évoluer les choses. Donc en fait, on est vraiment. Alors il y a d'une part effectivement, ça décline les objectifs du programme. Mais après, il y a tout un tas de choses qui peuvent correspondre directement aux missions qui ne sont pas énoncées dans le programme ou des éléments qui sont plus de la gestion interne. On appelle ça des objectifs intermédiaires, hein, parce qu'en fait, ils permettent d'atteindre... c'est vrai que ce n'est pas le résultat de la mission elle-même, hein. Un musée, il n'a pas pour mission de bien gérer ses crédits. Et pourtant, la bonne gestion de ses crédits contribue sans doute à ce qu'il puisse bien réaliser ses missions de conservation, de diffusion, de développement des publics, etc. etc. Donc c'est les 3 types d'objectifs qui peuvent figurer. On s'inscrit vraiment, d'accord, je vais accélérer ou pas trop, mais je vais squeezer voilà, j'avance. On s'inscrit vraiment dans une logique où ça doit nous... entre guillemets, nous rendre plus lisibles, hein, mais pas que établissement, mais aussi tutelle. Ça améliore vraiment ce travail, cette démarche de contractualisation. C'est une amélioration du dialogue tutelle-établissement. C'est qu'au moins, on est dans une logique où on met les choses sur la table, on objective le débat. On est vraiment dans une logique où au moins on va partager les orientations à moyen terme et après qu'on atteigne ou pas ces objectifs et ces indicateurs, je dirais c'est encore autre chose, mais ça a au moins le mérite, hein, de nous mettre autour de la table pour pouvoir définir ça. Et ensuite, c'est vrai que les indicateurs seront là pour mesurer si on est dans les clous ou pas de ce qu'on avait prévu de faire. Je voulais rappeler rapidement, nous, enfin, c'est pas un plan de type, mais si quelque part ce qu'on met dans nos contrats de performance, on part toujours des missions de l'établissement, de l'organisation de l'établissement, et on en fait un diagnostic. Quand je dis on, je sais que dans certains ministères, c'est la tutelle qui fait le diagnostic, hein, c'est la tutelle qui fait le contrat de performance. Nous, on essaye que ce soit un dialogue. Alors forcément, quand l'établissement dit qu'il n'a pas assez de moyens, que c'est très contraint, bon, ben, on peut partager le diagnostic, hein, mais bon, après, les formulations peuvent être un peu modifiées pour que ce soit accepté par tout à chacun.
Mais c'est important de partir sur le diagnostic des forces et des fragilités de l'établissement dans sa réalisation des missions, pour ensuite dégager les fameux objectifs, qui seront en fait les axes sur lesquels on s'engage à s'améliorer pour les 3 années à venir. Ensuite seulement, on va définir les indicateurs. Et les indicateurs, ce ne sera que effectivement des éléments d'appréciation de où on en est, d'analyse de la situation. Et ensuite, on se met bien d'accord sur la façon de les calculer, de les renseigner. Donc en fait, là, il y a un point indispensables, ce sont les fiches indicateurs, les fiches méthodologiques. On a parlé de la source des informations, etc. Mais nous, elles sont annexées à nos contrats pour que justement, 3 années plus tard, on sache bien qui mesurait quoi, pourquoi, quelles sont les limites aussi de la mesure, les freins. Et une fois qu'on sait d'où on part, on va pouvoir s'engager sur une valeur prévisionnelle, une valeur cible. On ne définit pas simplement un objectif, un indicateur, mais on dit, bon ben, c'est à combien j'estime que c'est pas mal en termes de performance. On peut faire des fourchettes, on n'est pas obligé d'avoir le chiffre juste. Et donc tout ce dialogue-là, c'est un dialogue des échanges entre l'établissement et la tutelle. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est qu'on précise aussi comment on va suivre le contrat. Donc on demande aux établissements de faire un rapport annuel de performance qu'ils envoient généralement ou pas aux tutelles, qui fait l'objet ou pas d'une réunion. Dans l'idéal, il faudrait bien évidemment qu'on puisse se faire un point spécifique pour savoir où on en est, année après année, éventuellement réajuster une valeur prévisionnelle. Et puis l'évaluation du contrat, c'est vrai qu'on le fera à la fin du contrat lui-même. J'ai derrière des diapos deux exemples d'objectifs et d'indicateurs qui ont été sélectionnés pour 2 structures au ministère de mon périmètre, le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly. Pour 2 contrats qui sont l'un terminé, l'autre qui est en train de se terminer. C'était les premiers contrats. Donc, avec le plus et le moins, c'est vrai qu'on était dans quelque chose d'assez exhaustif. Donc, nous, on estime qu'il y a trop d'indicateurs encore, parce que c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est lourd après à faire vivre. Et un bon contrat ne vaudra que si, après, en interne, il est décliné en plan d'action. Ça a été évoqué ce matin, et qu'il y a un service qui se l'approprie en fait. On a aussi choisi de typer les indicateurs selon 2 critères. On appelle soit principal complémentaire, soit performance suivie. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, on va dire à l'établissement, tu t'engages pour simplement nous rendre des comptes. Donc en fait, on s'engage sur le fait qu'on s'en parlera. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez mûr pour dire c'est où le curseur. Mais pourtant, on sait que c'est une problématique. Mais on ne sait pas le palper. Et pourtant, c'est quelque chose qui doit faire lieu d'un échange, mais ce serait ridicule de dire combien il faut. On évoquait ce midi la problématique des acquisitions. C'est vrai que dire il faut tant d'acquisitions, c'est stupide compte tenu du contexte. Enfin, on ne peut pas dire ça. En revanche, dire dans le contrat, on s'engage pour s'en parler, ça, c'est moins stupide. Donc, en fait, nous, on a typé nos indicateurs en disant, il y a des indicateurs de performance sur lesquels on va définir des valeurs prévisionnelles et des valeurs cibles. Et il y en a d'autres où on s'engage à dire, on en discutera. Et encore une fois, dans les rapports annuels de performance, il n'y a pas de tableau de synthèse avec simplement des chiffres, mais c'est du commentaire derrière aussi, et une mise en perspective. Donc, comme le temps passe, je vous les énonce un petit peu, mais encore une fois, ce n'est qu'à titre d'exemple, et encore une fois, comme on est dans le cadre de contrats qui étaient les premiers contrats, on va tirer le bilan de ces contrats pour pouvoir formaliser les nouveaux. Pour le musée d'Orsay, en fait, il y avait 3 axes qui ont été mis en évidence comme axes de progression. Le renforcement d'une part du rôle du musée comme musée des beaux-arts de référence. Deuxième axe, l'élargissement des publics et la modernisation de l'accueil. Il y avait une grande problématique sur les flux à l'entrée à ce moment-là.
Et puis un troisième axe qui est plus lié au contexte effectivement où l'établissement était établissement public depuis pas si longtemps que ça, et puis en fait donc dans l'environnement administratif financier avec les réformes. Donc on est plus dans un axe de bonne gestion de son établissement. Mais c'est vrai que là on est dans une conduite plus de gestion de mon institution que de gestion de mes missions, enfin suite de mes missions. Donc par rapport au premier axe, 4 objectifs opérationnels déclinés cet axe. La problématique d'abord de faire vivre les collections par une programmation valorisante. Alors là, on est quand même resté dans un problème de mesure des indicateurs. Hein. Et encore une fois, c'est un peu la limite des premiers exercices, c'est qu'on est pas mal dans du quantitatif, mais qui permettra après, j'espère, enfin on espère en tout cas déboucher sur plus de qualitatif. Donc là, en fait, on était sur un nombre d'œuvres prêtées, exposées, prêtées dans des expositions ou faisant lieu de dépôt, avec une logique justement de faire vivre les collections, donc à travers pas simplement l'exposition interne, mais aussi le rayonnement. On a notre fameux indicateur obligatoire sur la problématique du récollement, mais c'est aussi, ça passe par là. Et puis on avait 2 indicateurs donc dits complémentaires, donc sur lesquels on ne s'engageait pas sur les valeurs, mais on s'engageait pour le fait de rendre des comptes sur la problématique des acquisitions. Donc voilà. Après, on avait d'autres sujets, je ne vais pas tous les passer en revue, hein, mais peut-être quand même sur la problématique liée à l'objectif 4 qui est là, consolider la position du musée d'Orsay comme grand département patrimonial et affirmer son rang international. C'était toute la problématique des chercheurs, des scientifiques. Et c'est vrai que c'est un travail qui est difficile à mesurer. Enfin, je pense que vous en êtes tous convaincus ici. Hélas, on est resté sur quelque chose de quantitatif pour commencer. C'était de compter les publications, et c'est l'indicateur du programme recherche, c'est les publications de rang A, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais c'était dans un souci, quand ça a été mis en place, c'était aussi dans un souci de valorisation du travail réalisé. Parce que ce contrat, le premier intervenant de ce matin, il faut bien voir aussi, il se servait de son document pour son management interne. Ces documents-là, il faut également s'en servir pour valoriser le travail qui est fait par les équipes scientifiques, culturelles, etc. Et du coup, le fait de rentrer dans on n'a pas voulu dire « Ah ben non, c'est pas quantifiable, on va juste mettre un commentaire ». On a quand même voulu rentrer dans une logique de « Si, il y a des choses qui sont faites, mais on ne les voit pas forcément pour que ce soit aussi mieux connu et valorisé en interne ». Donc c'est un peu la logique qui était voulue. Je vais m'arrêter là. C'était juste peut-être pour lister ceux du Quai Branly, mais parce qu'il y avait le problème de recherche. D'accord. Bon, voilà. Et je passe la parole alors. Est-ce qu'il y avait peut-être une petite réaction? On fera passer le PowerPoint, hein, parce que le temps file, c'est intéressant, mais on vous fera passer comme ça, vous verrez vraiment la liste de tous ces indicateurs. Alors, on sent que le ministère de la Culture et des Communications a envie de dialoguer, échanger, etc. Bon, non, mais... Voilà, donc à discuter. Est-ce qu'il y avait une ou deux remarques avant de passer? Une remarque. Dans ce contrat de performance, moi j'y vois une partie du PSC, c'est-à-dire du projet scientifique et culturel. Une partie, parce que... Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre, à faire la distinction et à comprendre votre rôle. Enfin, quelque part, j'ai envie de dire ça... Et pourtant, moi, je peux parler de musées en région, hein, de la région de Lyon. Je suis au service des publics au musée d'art contemporain. Ce que je vois là, c'est effectivement ce qui nous est demandé, et dans la loi musée de 2002, d'établir un PSC, un projet scientifique et culturel. Alors, on ne fait pas de contrat de performance, il n'y a pas de PSC au départ. Donc, pour nous, ce sont 2 documents différents. Le PSC, c'est la base de la base du musée, enfin pour la problématique des collections. On ne discute pas avec un établissement public tant que son PSC n'est pas validé. De la même façon, mais on a effectivement ce document-là. Il y a tout un tas d'autres documents, d'autres instances qui existent. Et le contrat de performance, il n'est pas fait ni pour se substituer aux autres,
mais il est fait pour faire un peu une synthèse des problématiques sur lesquelles on s'engage sur les 3 années à venir. Alors là, je vous ai enlevé les valeurs prévisionnelles et les valeurs cibles, mais disons que si dans le PSC, j'ai 2-3 actions sur lesquelles j'estime que c'est important qu'on mette le coup de projecteur pour les 3 années à venir, ils ont leur place dans le contrat de performance. Si par contre ça roule, le schéma directeur des travaux de tel établissement, il roule, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet, il n'a pas sa place dans le contrat de performance. Donc en fait, je dirais que c'est au cas par cas, mais encore une fois, ça ne se substitue absolument pas à ce document et ce travail scientifique qui est réalisé, puisque au contraire, quand il y a on ne discute pas avec on ne rentre pas dans cette logique-là si c'est un préalable, si vous voulez, le PSC. Et ensuite seulement on peut discuter des autres sujets. Merci. Alors, je voulais simplement rajouter une petite chose, c'est qu'exactement la même chose existe pour la culture scientifique. C'est en place dans les mêmes, c'est la même chose. Oui, sous la même tutelle. Justement, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que à la Cité, ils avaient été plateforme justement pilote un peu pour la construction de leur contrat de performance, et on voulait les faire venir à cette journée parce qu'ils avaient une expérience très intéressante. Ça nous a dit, non, mais depuis que la personne qui a mis en place ce dispositif a quitté les lieux, et ça représentait un travail de 4 années, depuis, il y a un fléchissement dans ce contrat de performance et le remplissage d'indicateurs. Alors je me suis dit, mais je croyais que c'était quelque chose d'obligatoire. Toute cette machine pour qu'au final, quand la personne s'en va... Non, mais je m'interroge, c'est pas polémique, mais c'est de dire, alors, est-ce que c'est obligatoire? Quel est le suivi? Est-ce qu'il y a réellement un suivi? Voilà. Alors, je peux rajouter un petit détail, c'est qu'effectivement, le contrat de performance était quelque chose comme 2006-2009, le premier contrat triennal. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contrat de nouveau engagé, si j'ai bien compris. Et l'ensemble des indicateurs déclinés de la même manière au niveau du ministère, au niveau du PAP, et après au niveau de l'établissement, sont toujours en place. C'est-à-dire que l'ensemble des directions continuent à suivre une série d'indicateurs qui étaient mis en place il y a 4 ans, et le dispositif est toujours en place. Le contrat est terminé et il n'y a pas eu de nouveau contrat avec le ministère de la Culture et de la Recherche. Mais ça, effectivement, c'est un outil de pilotage de la structure qui est toujours actuellement utilisé, mais aujourd'hui strictement en interne. Mais elle est en place. Nous, on l'utilise toujours. On nous demande toujours les indicateurs, les RMA sont en place, c'est-à-dire que tous les mois, on fait remonter un certain nombre d'indicateurs effectivement, pour remplir ces objectifs. Et chaque année, on discute d'objectifs et chaque mois, on mesure le degré d'atteinte de ces objectifs. C'est complètement en place. Et simplement pour quand même répondre à votre remarque, et puis c'est sûr que quand le dirigeant est impliqué dans la démarche et qui veut s'en servir en termes d'outils internes de management aussi d'équipe, forcément l'impact il est beaucoup plus grand que quand le dirigeant une démarche obligatoire de il faut encore rendre des comptes à la tutelle, etc. Alors que, encore une fois, certes, c'est dans cette déclinaison de chacun rend des comptes, et oui, parce qu'on est des structures publiques et on rend des comptes à chacun à notre niveau, mais pourtant, chacun peut y trouver son intérêt quand même, et du coup, malheureusement, quand ça n'est vu que comme un exercice subi, c'est vrai que ça devient très formel. Et les commentaires s'appauvrissent et on rentre dans du chiffre, mais moins de commentaires. Mais en tout cas, la volonté qu'on a, c'est de les généraliser, de les faire vivre, mais ça prend effectivement du temps et de l'énergie. Ok, merci Madame Delcroix. Donc on va passer du côté des collectivités territoriales.